Chers experts, chers participants, partenaires, je vous salue tous. Je suis Adam, je vous présente mon équipe, c'est Annie, Milena et Heike. Aujourd'hui, nous allons parler de la société américaine connue Uber. Elle donne des cas qui s'est produit récemment. D'abord, je vais parler un peu d'Uber pour ceux qui ne connaissent pas. C'est donc une société basée aux États-Unis, mais universelle, qui est connue par son application qui permet d'appeler des taxis, des chauffeurs et bien sûr de faire des paiements individualisés. C'est une très grande société. En 2015, il avait un chiffre d'affaires de 1,5 milliard de dollars américains et il était accessible dans environ 500 villes à travers le monde. Et oui, dernièrement, cette personne-là a fait un grand boom dans les médias sociaux. Et bien sûr, on ne pouvait pas rester inattentif à cette question. Une petite question au public. Qui est pour la politique menée par Donald Trump? Voilà, comme vous pensez, les dirigeants d'Uber, principalement leur PDG, Travis Kalanick. Donc, le directeur d'Uber est devenu conseiller de Trump, qui a suscité beaucoup de réactions. Et si on ajoute le fait d'interdire l'entrée pour 90 jours des citoyens de 7 pays aux États-Unis, donc tout ce bruit est devenu donc un rassemblement de 3000 personnes environ dans l'aéroport de JFK de New York. Donc c'était contre la loi, la décision prise par Donald Trump. Et il y avait aussi des personnes qui travaillent pour Uber, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas la possibilité de retourner aux États-Unis pour reprendre leur travail. Et Uber, dans sa page de Twitter, a donc parlé des baisses de prix. Ça aussi a suscité des réactions parce que le public simplement a pensé que c'était donc un désir d'augmenter leurs bénéfices. Et donc, tout cela a donné donc lieu à un mouvement qui s'appelait Delete Uber, c'est-à-dire supprimer Uber. Et comme résultat, le directeur d'Uber, dans sa page Twitter, a posté un autre commentaire disant qu'il n'avait absolument pas l'intention de créer un buzz. Et puis, il y a eu sa lettre à Trump en disant qu'il a l'intention de quitter son poste parce qu'il ne peut pas donner son aval à cette politique et à ces décisions-là. Donc, il a quitté son poste et finalement, il s'est positionné à côté de ses employés. Ainsi, le directeur général d'Uber, Kalanick, comprenant qu'il ne pouvait plus faire face à la situation créée, a essayé de prendre des mesures de prévention et il fait 3 déclarations principales. La première était donc que les avocats d'Uber devaient s'occuper des cas des chauffeurs immigrés qui avaient souffert de la politique de Trump. La deuxième déclaration a parlé d'une compensation offerte aux chauffeurs qui donc étaient sortis des États-Unis et ne pouvaient plus retourner aux États-Unis. Et donc la troisième, c'était de créer un fonds de 3 millions de dollars visant à donc à compenser les frais liés à tout ce bruit. Mais même cela n'a pas aidé. Donc la société Lyft, qui proposait les mêmes services, a profité de cette situation et donc a proposé un don d'1 million de dollars et il a pu augmenter
par deux, a multiplié par deux ses utilisateurs. Et en résultat, la société Lyft a donc a eu une grande promotion alors que Uber en a pâti. Et la décision, une mauvaise décision, une mauvaise politique d'Uber a causé son malheur, si on peut dire ainsi, et à une chute, à une baisse sur le marché. Et il est très important que chaque société ait de fortes valeurs et qu'elle reste fidèle à ses valeurs et qu'elle ne nie jamais sa politique, sa propre politique. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Je vais poser une question au public et à nos intervenants. Est-ce que quelqu'un veut commenter ce cas d'étude et quelles seraient donc vos conclusions et comment on peut le mettre en parallèle au champ arménien? Comment est-ce que cette situation marcherait en Arménie? Qui est-ce qui voudrait parler? Madame Galinet. Juste deux mots. Je pense que donc pour la chute d'Uber, si on parle de la chute d'Uber, c'est très exagéré. Si j'ai bien compris, et ils ont perdu juste 200 000 utilisateurs. Je pense que pour Uber, ce n'est pas un grand chiffre. Surtout que je pense que ça s'est passé uniquement aux États-Unis. Ils essaient d'être présents sur le marché mondial. Bien sûr, je pense qu'aux États-Unis, ils ont leur plus grand marché, mais de toute façon, à mon avis, ce n'était pas un cas extrême. Et peut-être que je me trompe parce que je n'ai pas suivi avec attention ce cas, mais peut-être que ça a été devenu un sujet unique justement parce que la personne a quitté son poste, prouvant ainsi qu'ils ont eu peur de ces réactions. Peut-être que s'il ne quittait pas son poste et s'il attendait 2-3 jours, le sujet s'épuiserait et Uber n'aurait pas eu beaucoup de pertes. C'est-à-dire eux-mêmes, ils sont signés sous cette décision que c'était un sujet important. En tant que consommatrice, je peux dire que même si je ne vis pas aux États-Unis, mais je suivais les informations pendant cette affaire-là. Et si je n'étais pas cliente ni d'Uber ni de Lyft, je me rappelle que pendant ces jours-là, c'est pour la première fois que j'ai entendu parler de Lyft. Parce que si je ne me trompe pas, après ces événements-là, Lyft a donné le chiffre a donné le don d'1 million pour participer aux frais des immigrants. Et c'est après cela que Uber a consacré 3 millions de dollars. Je ne suis pas très sûre de la chronologie des événements, mais c'est l'impression que j'ai eue. Et finalement, il y a des immigrants qui quand même ont bénéficié de cela. Et aussi, c'est pour la première fois que j'ai entendu de Lyft. Et si jamais un jour je me retrouve aux États-Unis et j'ai à choisir entre l'un ou l'autre, du point de vue d'approche politique, moi-même, je choisirais Lyft. C'est-à-dire, on peut dire que c'est un excellent exemple comment une société a changé sa politique sous la pression des médias sociaux pour une raison ou une autre. Peut-être M. Martirosyan a raison, peut-être que c'était un aveu de faiblesse ou un signe de peur et que finalement, l'anticipation des pertes n'était pas aussi grande, mais en tout cas, on peut dire que vraiment, il y a eu un changement de politique et c'est aussi un fait que la société Lyft a pu profiter au maximum de cette situation d'un point de vue de long terme. Elle aura des revenus, même si aujourd'hui, ils ne l'ont pas. Oui, merci. Je vous en prie. Merci.
Merci. J'ai une question plutôt aux représentants des mass médias, au représentant de News AM. Pour les États-Unis, c'est un peu étonnant. Il y a eu des bruits qu'une personne liée au business est entrée en politique. Pour moi, dans notre pays, les deux sont très, très liés, le business et la politique. Beaucoup de gens qui sont dans la politique, ils ont leur business. Beaucoup de gens du business entrent en politique. Il est intéressant pour moi, du point de vue de ces limitations, est-ce que les médias ont quand même, peut-être non pas exprès, mais des limitations implicites s'ils parlent du business d'un homme politique ou d'une entreprise ou d'une société qui est liée à un tel ou tel homme politique, ils auront des problèmes. Et dans quelle mesure les médias sont démocratiquement libres dans cette question? Merci pour la question. Je vais essayer d'y répondre. Les médias en général, s'ils traitent un sujet, s'ils se considèrent comme un média professionnel, pour traiter un sujet, il doit être compétent du point de vue des faits. C'est-à-dire, si on parle de Samuel Alexanian, disons, qui est un businessman et un parlementaire en même temps, il en parle. Après, quel cours prend cette information? Là, ça concerne déjà le champ juridique, c'est-à-dire les médias, ils ne font qu'informer en disant qu'il est un député, mais il a aussi un business, ce qui est interdit par la loi. Monsieur Alexanian dit non, ce n'est pas mon business, c'est celui de ma femme. Donc là, c'est une autre question qui surgit. En tout cas, les médias ne sont pas limités du point de vue des sujets. Est-ce qu'il y a des pressions? Oui, il y a des pressions. Je vous mentirais si je disais que non. Mais dans la mesure du possible, on essaie de contourner ces pressions. J'aimerais passer la parole à... Alors, sur le cas d'Uber, je voudrais faire deux remarques. Une remarque juridique et une remarque qui ne l'est pas. La remarque juridique porte sur les pancartes où on voit les manifestants qui disent effacez votre compte Uber, résiliez, ne soyez plus client d'Uber. Juridiquement, je ne suis pas spécialiste de la matière, mais il faudrait réfléchir ensemble. Ça ressemble quand même à ce que l'on appelle du boycott. Le boycott, d'un point de vue symbolique, d'un point de vue politique, c'est un outil très intéressant, sauf que d'un point de vue juridique, c'est totalement illégal. Alors, faudrait regarder les conditions précises pour voir si le boycott en tant qu'infraction est réuni ici. Mais ce que demandent ces gens dans cette politique, que l'on apprécie politiquement ou pas ce mouvement d'opposition, hein, c'est pas le problème, c'est quelque chose d'illégal. Potentiellement, en tout cas. Ça, c'est quand même bien de le remarquer. Deuxième chose, ce qui est intéressant, c'est la remarque de Lyft. Soyons bien réalistes, hein. Je pense que personne n'ose penser une seule seconde que ce million versé à cette association est philanthropique. C'est du pur opportunisme commercial. Et c'est là où le marketing est encore plus diaboliquement efficace. C'est qu'en paraissant être en faveur d'une cause politiquement noble et en paraissant être, à contrario, plutôt contre Trump, il gagne sur tous les tableaux. Mais c'est, alors peut-être sincère par certains aspects, mais de mon point de vue, ça sent très fortement l'opportunisme pur. Et ma conclusion sera, qui est le pire? Uber, qui annonce une politique, une conciliation politique plus favorable à Trump. Je veux dire, c'est facile d'être contre Trump, hein. C'est la majorité des réactions simples et basiques. Alors on peut être contre Trump, mais avec des arguments, pas par un simple rejet, hein. Donc qui est le pire? Uber, qui met un peu les pieds dans le plat et qui confond certes commerce et politique, ou Lyft, qui est plus opportuniste que les opportunistes, plus royaliste que le roi, et qui surfe sur un mouvement anti-Trump, pas par politique anti-Trump, mais par stratégie commerciale. Poser la question, de mon point de vue, c'est déjà y répondre. Mais c'est mon point de vue.
Merci. Je voudrais vous donner une autre information concernant Lyft. Donc, le top management de Lyft était des sympathisants forts de Trump jusqu'à ce moment. Et Lyft a fait beaucoup plus pour amener Trump au pouvoir que Uber. Même si, bien que du point de vue d'opportunisme et de jeu marketing, ils ont su se positionner très bien pour donner à un très bon moment ce don d'un million pour renforcer ce mouvement contre leurs concurrents, pour façonner d'une très bonne manière leur réputation. Peut-être même 1% du public ne savait pas que Lyft avait vraiment favorisé le mouvement de Trump. Voilà, c'était juste une petite information pour qu'on puisse toujours être critique vis-à-vis de tout ce qui se passe dans le champ de marketing et de façonnage de réputation et dans ces guerres qui façonnent les réputations. Est-ce qu'il y a... Oui, M. Razalian? Concernant votre question sur l'autonomie des journalistes, aujourd'hui, la question ne s'agit pas de la liberté externe des médias, mais de la liberté interne. C'est-à-dire, chaque média a sa politique des médias et donc les journalistes sont plutôt dépendants du rédacteur en chef. Et en Arménie, c'est très fortement délimité, surtout que les médias se trouvent dans des situations financières assez difficiles. Et donc, très souvent, les journalistes reçoivent une autre somme que ce qui est marqué sur leur contrat. Et ils ne peuvent très souvent ne pas aller au tribunal. Et rappelons-nous le cas d'Armen Doulian. Il a prononcé un avis à la télé qui allait contre l'avis du pouvoir et il a été licencié. Donc, on essaie aujourd'hui de créer un syndicat des journalistes, mais on n'arrive pas. C'est-à-dire, il y a plutôt une privation de liberté interne, une censure interne. Et donc, ça dépend plus du lecteur s'il veut lire cette information unilatérale ou non. Pour l'affaire des Sasnat Serej, est-ce que vous vous rappelez, il y avait un article qui accusait la société civile pour garder le silence. Et après, la radio Azatutun, regardez, Azatutun, c'est liberté, c'est le symbole de la liberté. Et ils ont supprimé ce commentaire en disant que nous, on est pour une information équilibrée. Mais en réalité, c'était de la censure, mais c'était une censure interne. Et donc, aujourd'hui, notre système pénal ou juridique, en réalité, il doit comprendre que c'est une question de censure et de manque de liberté interne plutôt que des pressions externes. Merci, M. Razalian. C'était une remarque très pertinente. Lors de la pause, j'ai eu des questions. Comment tout ce qu'on discute, comment tout cela est lié à la gestion de la réputation? Je veux dire que la gestion de la réputation peut être réalisée uniquement dans un pays où il y a le climat pertinent, où il y a une concurrence, où il y a des règles de jeu, où il y a une protection technique et juridique ou légale. Et il y a la réputation a un prix. Dans les pays où il n'y a pas les outils pour protéger la réputation et où la réputation ne peut pas être protégée ou créée et être un produit de connaissances professionnelles, et non pas un pays où rien ne dépend de la réputation. La gestion de la réputation devient complètement inutile.
Donc nous avons discuté les climats où on peut créer la réputation et où on peut parler de la réputation en général. Voilà, c'est tout. S'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais conclure la discussion du cas et passer la parole à la secrétaire générale de l'UFAR, Madame Alexandra, pour un discours de conclusion et donc la demander à prendre la parole. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin pour ces échanges qui ont été vraiment très riches. Je vais, avant de passer la parole à nos invités juristes et marketeurs, je vais demander à tous ceux qui sont intervenus, mais éventuellement dans la salle, de donner en 2-3 mots peut-être les perspectives ou recommandations qu'ils souhaiteraient faire passer et qui pourront nous être utiles à tous par la suite. Je voulais aussi vous dire que les débats auront été filmés. Vous aurez tous accès dans quelques mois. Le lien sera conservé donc, sur la page qui a été créée spécialement pour l'événement. Donc, qui se lance pour présenter ses recommandations, ses perspectives, ses idées sur ce thème si important qu'est la e-réputation. Moi, je fais appel, j'ai des conseils à donner aux étudiants de la faculté de marketing de l'UFAR. Voilà, je remercie l'UFAR pour la création de cette plateforme, pour la création de ces débats. Peut-être ce sera un avis un peu émotionnel. N'ayez pas peur de vous tromper au niveau de la réputation, parce que si vous ne vous trompez pas, parce que l'homme est trompeux, alors si vous ne vous trompez pas, vous ne pouvez pas surpasser donc la voie qui est difficile mais qui est agréable pour la création de la réputation. Voilà, soyez courageux, lisez beaucoup de littérature professionnelle et pas seulement, et soyez informés et actifs. Je vous remercie. Moi, je voudrais vous dire le suivant. Depuis de longues années, j'étudie alors le sujet. Donc, la législation ne peut pas régulariser tout. Voilà. Donc, mais il y a beaucoup de choses qu'on laisse déjà donc aux êtres humains. La diffamation ou la réputation, alors selon moi, alors c'est le manque de bonne volonté. En fait, on n'aurait pas autant de problèmes si les gens, alors ils pouvaient utiliser le droit alors dont ils disposent et qu'ils respectaient les droits de l'homme, parce que dans notre pays et dans beaucoup de pays, alors donc on viole très souvent les droits de la vie privée. Alors des gens, donc on construit des business, des cafés, parce que quand un moyen de mass média ouvre une cafétéria, c'est au détriment des moyens des êtres humains. Et si vous devenez juriste, alors vous comprendrez que ce n'est pas toute chose qu'on peut régulariser par la loi, parce que donc le côté professionnel, donc c'est le côté un peu créateur. Je voudrais bien que vous soyez de bons citoyens, de bons juristes, et donc il faut savoir qu'il n'y a pas autant de problèmes, c'est nous qui créons les problèmes. Je vous remercie. D'autres remarques, propositions dans la salle? Donc je vais passer la parole à Peggy Aubert qui va nous présenter les enjeux et les perspectives dans le domaine plutôt de la gestion et du marketing. Merci Peggy. Merci Alexandra. Alors je vais reprendre un petit peu les choses qu'on a pu se dire autant de nos échanges, qui est si j'avais des préconisations à faire
Et en prenant, bien entendu, et je vois mes étudiants qui me regardent, leur particularité aussi culturelle de l'Arménie, oui, oui. Au fond, c'est pas filmé, hein. Je vous le mets comme ça. C'est d'intégrer le digital au cœur même de la stratégie d'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer une entreprise, et vous avez vu les cas où la communication a fonctionné, c'est lorsque ça fait véritablement partie des engagements et des valeurs de la marque. Je trouve le cas, et ça a été redit, hein, donc je prends juste appui sur cet exemple, d'Uber, qui finalement aurait dû, et je suis assez d'accord avec les intervenants qui ont échangé sur la question, aurait dû aller jusqu'au bout de son idée. Hein. Il a voulu répondre à une demande de consommateurs qui avaient, eux, besoin d'être véhiculés à un coût qui pouvait être abordable. Il y répond. Il est engagé auprès de Donald Trump. Eh bien, écoutez, il va jusqu'au bout de ses idées. Il communique dans ce sens-là. Et peut-être qu'on aurait imaginé que la crise ait eu une autre issue. Et on voit en effet son concurrent, lui par contre, sortir grand gagnant de cette stratégie, qui pour moi est une stratégie commerciale, hein, purement commerciale. Mais voilà, ça, chacun repartira avec ses idées sur la question. Mais en effet, sachez quand même que toute cette stratégie de communication est au service, pardonnez-moi, mais juste de faire des ventes. Hein. Donc nous sommes complètement dans cette logique-là. On a vu aussi que gérer sa réputation, ça demande de l'écoute, de l'analyse, mais aussi beaucoup de dialogue. Donc ça, c'est une chose et une préconisation que je peux vous faire. On a parlé également du respect du cercle vertueux, qui est cette veille, et on le voit dans le cas d'Uber. Hein, l'autre entreprise a bien compris et a pu rebondir parce qu'elle est à l'écoute des problématiques rencontrées par ses concurrents. Pour construire ensuite son identité numérique, et également la protéger, parce que forcément, il y a des moments où il faut apporter une réponse juridique. Et on a vu lesquelles pouvaient être apportées. Chose qui est très importante pour moi, et j'aimerais conclure sur cette chose-là avant de laisser la parole à Guillaume. Pour moi, il est important d'occuper les canaux de communication. On a beaucoup parlé de l'entreprise, et vous avez eu raison, monsieur, de rappeler que la personne peut être touchée et qu'il faut absolument la protéger. J'ai expliqué à mes étudiants avoir eu un cas d'un de mes étudiants en France qui, étant jeune, n'avait pas créé de compte Facebook. Il se trouve que des amis mal intentionnés, pour s'amuser, ont pris une photo de lui qu'ils ont récupérée sur Internet et ont créé ce compte Facebook. Et bien sûr, se sont déchaînés sur lui. Ça a été terrible. Il a parlé de cette expérience alors que ça fait quelques années, avec véritablement, pour lui, c'est une blessure. Il n'utilise plus ce compte Facebook, par contre, il l'a créé. Ils ont réussi à le faire fermer, ce qui a été très compliqué parce qu'il a dû prouver que ce n'était pas lui qui avait ouvert ce compte. Et il a pu en recréer, il s'est recréé une identité numérique qu'il n'utilise plus. Et je peux vous dire que c'est vraiment ça l'a énormément blessé. Et bien entendu, il en parle toujours difficilement. Mais c'est pour expliquer que vous avez des jeunes, hein, on a tous en tête des jeunes qui se sont suicidés suite à cette atteinte sur le net. Il faut que nous soyons très attentifs et que nous protégeons nos enfants et que nous protégeons les personnes en général de toutes aussi les choses négatives qui peuvent arriver sur la réputation des personnes. Donc vous avez eu raison de le rappeler, on ne l'a pas véritablement évoqué lors de nos échanges, mais c'est une situation qu'il faut avoir en tête. Et bien sûr, maîtriser son image, c'est aussi maîtriser ses relations avec ses partenaires et maîtriser et augmenter ses ventes. C'est pour moi, ça reste, même si on a une gestion du risque, ça reste quand même une opportunité et c'est une note positive pour moi. C'est des choses, j'espère que vous aurez appris pas mal sur la question. En effet, il faut se documenter, il faut s'informer et surtout la travailler, cette réputation. Je voudrais conclure sur ça et laisser la parole à Guillaume. Alors, en complément de ce que Peggy a dit, quelques éléments en vous précisant tout de suite que, vous l'avez compris, hein, moi je ne suis pas du tout dans ma spécialité, donc je n'ai pas autorité, je n'ai pas compétence et légitimité pour faire des préconisations sur ces thèmes. Laissons les spécialistes qui ont déjà parlé faire des préconisations, parce que seuls eux peuvent le faire. Je vous ferai juste 5 remarques.
La première remarque, vous allez voir qu'ils sont tout à fait banales, hein, ces remarques, hein, mais c'est plus dans une optique de synthèse. La première remarque consiste à dire qu'une irréputation subie peut causer des dégâts tout à fait dramatiques, on l'a compris, et tant vis-à-vis des sociétés que vis-à-vis des personnes. Hein, Peggy vient de nous le dire d'une autre manière, d'où l'enjeu et l'importance de la chose. Deuxième remarque, une irréputation maîtrisée peut avoir des effets fantastiquement positifs, et dans une certaine mesure, le cas d'Orangina nous l'a montré. Ça signifie en somme, si je lis ces deux remarques, que la irréputation n'est qu'un outil, et qu'un outil n'est pas bon ou mauvais en soi. Un bon outil est bon ou mauvais selon l'objectif avec lequel je l'utilise et selon comment je l'utilise. La parabole du marteau, si je construis quelque chose avec, mon marteau sera au service d'une noble cause. Si, pardon, pour cet exemple tout à fait dramatique, je tue ma femme avec ce marteau, c'est pas la faute de l'outil, c'est la faute de celui qui l'utilise. Je précise qu'à chaque fois que je prends cet exemple-là, ma femme est au courant. Hein. Je prends toujours l'exemple avec le jeu, mais avec consentement de la personne visée. Hein. Donc la irréputation n'est qu'un outil. C'est tout un outil, mais qu'un outil. Troisième remarque, on l'a bien vu ce matin, les outils juridiques sont nécessaires, mais pas du tout suffisants. Et ça, c'est une grande leçon qu'il faut reconnaître, qu'il faut accorder au droit, à la philosophie du droit, à l'utilité sociale du droit. C'est que les juristes ont trop tendance à penser que le droit est un absolu, est une fin en soi. Non. Le droit n'est qu'un outil de régulation sociale. Il peut être bien utilisé, mal utilisé, bien conçu ou mal conçu. Si c'est mal utilisé, mal conçu, ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter l'outil juridique. Ça veut juste dire qu'il faut mieux le penser et mieux l'utiliser. Au passage, je rappelle quand même quelque chose qui est familier pour les juristes, mais pas pour les autres. Ce ne sont pas les juristes qui font le droit. Hein? Lorsqu'un outil juridique est mal pensé, il ne faut jamais en vouloir aux juristes, qui n'y est pour rien. C'est le législateur, c'est le pouvoir réglementaire qui établit la règle. Donc, lorsque le droit est mal fait, il faut voter autrement, pas blâmer les juristes. Petit message pédagogique au passage. Quatrième remarque, en creux ou en plein de ce que je viens de dire sur les outils juridiques, les outils marketing sont essentiels. En complément des outils juridiques, donc pas à la place, hein, mais en plus. Hein. L'un ne doit pas ignorer l'autre comme l'autre ne doit pas ignorer l'un. Et dans les outils marketing, la communication est un élément fondamental. Je fais un petit parallèle, pardon. Hein. Je reviens sur ma spécialité qui est le droit de la santé. Je travaille beaucoup sur la détérioration des relations entre un patient et un médecin et les procès que les patients peuvent faire aux médecins. De tous les échanges que je peux avoir avec les professionnels de santé, la clé pour régler ces problèmes-là, c'est quasiment à chaque fois une bonne communication. Pourquoi un patient attaque son médecin? Parce qu'il a demandé à être reçu et on ne lui a même pas répondu. Il a demandé un rendez-vous au directeur, on l'a snobé. Il a envoyé une lettre de réclamation, on ne lui a jamais répondu. Et finalement, le patient se dit, si on me méprise en ne me répondant pas, eh bien je vais m'ajuster et je vais me mettre au niveau de mépris de celui que je subis. Et une bonne communication, et je pourrais vous donner des exemples à foison, souvent suffisent à déminer les conflits. Eh bien, une bonne communication, une communication maîtrisée sur la question de la réputation, de mon point de vue, est un outil essentiel. Et dernière remarque, sur le temps. Le temps, de mon point de vue, est la clé. Pourquoi? Pour trois raisons. Déjà parce qu'on l'a vu à de multiples reprises, il suffit parfois d'un temps très court pour détruire une réputation qu'il a fallu au contraire un temps très long pour construire. Hein? Il faut beaucoup de patience pour construire et malheureusement très peu de choses pour détruire. Donc le temps est un élément ici très présent de manière paradoxale. Deuxième remarque, c'est que, ça a été dit, hein, je crois que c'est toi d'ailleurs qui l'as dit précisément, citons nos sources, c'est l'importance de la veille, c'est l'importance de la vigie. Si je réagis au bout de 15 jours, si je réalise au bout de 15 jours que sur change.org, il y a une réputation qui m'attaque, ça fait 15 jours que le mal se fait, sans même que j'en sois conscient. Donc le rôle de veille, de vigie, de surveillance, de vigilance, en somme, est un élément fondamental, donc qui joue sur le facteur temporel. Et dernier élément, sur le temps, c'est l'importance de la réactivité. C'est-à-dire que, on l'a vu avec ces vagues tout à l'heure, il faut vite
réfléchir sur comment on agit ou on n'agit pas. Parce que, effectivement, ignorer, c'est peut-être parfois la meilleure solution. Mais ignorer en toute connaissance de cause. Il faut se réunir vite avec les communicants, pardon pour ce mot, j'aime pas, mais ceux qui font de la communication, avec les juristes, avec les avocats, avec les spécialistes de tout horizon, pour à chaque fois dire, bon voilà, on a un problème, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, et comment on communique, d'une manière ou d'une autre, en creux ou en plein, là-dessus. Mais en tout cas, l'importance de la réactivité pour réfléchir s'il faut agir ou non me paraît essentiel. Mais ce ne sont que des remarques d'une personne, je vous l'ai dit, qui n'est vraiment pas spécialiste de la e-réputation, même si on pourrait un jour faire un colloque sur la e-réputation en santé. C'est une blague, hein, je vous rassure, parce que la question de la réputation des médecins est concernée. Hein. Et notamment en France, il y a de plus en plus de sites, même officiels, où on fait des commentaires sur son hospitalisation, sur les établissements de santé. Ah bah tiens, tel hôpital, le repas est froid, l'infirmière est désagréable, on est mal soigné, c'est pas propre. Et ben vraiment, ça concerne tous les secteurs. La santé est partout, je m'en réjouis. Merci à vous. Merci à tous et à toutes. Nous nous retrouverons, je pense, au mois d'octobre pour une prochaine conférence organisée par la chaire Senghor. Et je vous souhaite une bonne semaine de la francophonie. Vous savez qu'il y a beaucoup d'événements qui vont se passer, notamment dans le numérique. Oui, bien sûr. Comme ce matin, je vous remercie encore pour l'excellente traduction qui a permis à tous de suivre les débats et d'être attentifs, de réagir. Encore merci à l'UGAB. À Aldi.co qui nous a aussi reboosté avec son café colombien. À la technique et à tous les intervenants participants et à nos chers étudiants pour qui on organise des événements mais sans qui on ne peut pas les organiser. Voilà. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.